radio27.be, bien entendu. On va surtout pas oublier de débattre à propos de la pauvreté et des raisons structurelles. Et bien pour ça, on va recevoir tout de suite Lire et Écrire et Jean Peters de Lire et Écrire. Mais on va écouter pour démarrer un slam réalisé par des apprenants de Lire et Écrire. On est là pour que les grands de ce monde nous entendent. Remettons les pendules à l'heure, tous à la régie, pour 11 heures, avec notre cœur. Pour les fins de mois compliquées, faut rien lâcher. On va donner pour recevoir et garder espoir. Ici, on est soudés. Maman Christiane est là pour nous aider. Pour l'avenir de ses enfants, faisons tout notre possible. N'hésitez pas à venir, vous n'aurez plus envie de partir. En vous attendant, on va continuer à regarder en arrière pour ne rien oublier des bons moments qu'on a partagés. Et voilà, c'était un slam réalisé par les apprenants Jean. Bonjour Jean. Jean Peters de Lire et Écrire. C'est quoi Lire et Écrire ? Lire et Écrire est une ASBL d'alphabétisation. Donc, nous sommes un organisme d'éducation permanente et d'insertion socio-professionnelle. Et donc, nous organisons des formations pour des personnes adultes en situation d'illettrisme. Très bien. Alors, tu nous as préparé une émission. Qu'est-ce qu'on va découvrir tout au long de la matinée ? Donc nous avons d'illustres invités, donc des représentants du pouvoir communal. Donc nous avons Madame Evelyne Van P, échevine en charge de la culture, de la jeunesse, de la petite enfance et des relations Nord-Sud, qui répondra à quelques questions par rapport à cette journée. Attends, on va lui dire bonjour. Oui. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Alors nous avons également Monsieur Rigaud, Pascal Rigaud, qui est également échevin en charge du développement durable, du tourisme et de l'associatif. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on dit Viva 27 27 for life. Oui. 27 for life, yeah, ok. Je vois que Jean, tu te mets au slam aussi. Oui, on y va, on y va. Alors bien, nous avons d'autres invités. Nous avons Madame Tida Sévin, formatrice à Lire et Écrire Brabant Wallon, en charge du projet Les Clés vers l'emploi, et Madame Emeline Ombrun, qui est notre stagiaire assistante sociale et qui répondra aussi à quelques questions parce que toutes les deux ont contribué à la réalisation du slam. Et puis dans la salle, nous avons des stagiaires. Alors je propose qu'ils applaudissent pour qu'on les entende. Voilà, Voilà, donc vous avez remarqué, on est en public ici au 25 boulevard Fleur de Lys. Voilà, donc nous avons des stagiaires en formation chez nous à Lire et Écrire ou bien dans le projet Les Clés vers l'emploi. Mais on va peut-être dire bonjour à Tida et Emeline alors. Bonjour Tida. Oui. Bonjour Emeline. Bonjour. Est-ce que tout va bien ? Oui, super. Jean. Oui, eh bien, je propose qu'on commence par écouter l'interview de deux personnes. Donc, il s'agit de Monsieur Laha et de Monsieur Napoléon. Bonjour Napoléon, bonjour Monsieur Laha. Bonjour. Vous suivez une formation à lire et écrire pour vous améliorer en lecture, écriture et en français. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Napoléon, les études que j'ai faites, c'est ébéniste, jardinier et peintre en bâtiment. 58 ans, Charleroi, en 1961. Et actuellement, vous êtes au chômage. Oui, c'est bien ça. Je suis Laha, j'ai 31 ans, je suis de la nationalité camerounaise et je vis à Nivelles. Et je n'ai pas un diplôme professionnel. Vous êtes allé à l'école dans votre pays d'origine, au Cameroun ? Oui, je suis allé à l'école, mais je n'ai pas allé jusqu'au niveau où je pourrais obtenir un diplôme qualifiant. Pour commencer, je vais lire quelques lignes d'un texte que vous avez écrit en formation. Donc, ce sont quelques réflexions sur le thème de la pauvreté. Et donc, vous avez écrit « Des pauvres, il va y en avoir de plus en plus. Nous voulons que le gouvernement fasse un effort vis-à-vis de la pauvreté. Où va exactement l'argent récolté par Viva for Life ? Il faut en avoir la preuve. Il y a trop de gaspillage en Belgique. Nous proposons que les restaurants et les magasins fassent des colis avec les invendus pour les donner aux pauvres. Nous savons que parfois, les vêtements qu'on donne sont revendus. Avec tout l'argent que les associations reçoivent, on ne voit pas de diminution de la pauvreté. Depuis que ces associations ont reçu de l'argent de Viva for Life, qu'ont-ils fait de cet argent ? Qu'est-ce qu'ils ont dépensé avec ? Pouvez-vous expliquer comment et pourquoi êtes-vous en formation d'alphabétisation ? Pour mieux
calculer, savoir se servir d'un PC pour savoir faire des lettres de motivation pour le forum, tout ça quoi. Ce qui m'intéresse pour la formation lire et écrit, c'est plus connaître la société et améliorer ma situation dans le domaine des démarches administratives. Comment avez-vous entendu parler de l'association Lire et Écrire? Je connaissais quelqu'un qui était déjà quoi. C'est une association qui aide des personnes qui n'ont pas eu un parcours académique et qui n'ont pas aussi des formations qualifiantes. L'association Lire et Écrire leur donne un nouveau départ. Ça leur donne une confiance en eux qui peuvent refaire leur vie même s'ils n'ont pas eu un parcours académique. C'est quoi être pauvre de nos jours, ici en Belgique, pour vous? Qu'est-ce qui est difficile quand on est pauvre? À cause de quoi est-ce qu'on vit dans une situation de pauvreté? Être pauvre, c'est quelqu'un qui est au chômage, et après qu'il est rayé, qui doit aller sur le CPAS. Il peut très bien avoir des difficultés à trouver un boulot parce qu'il n'a pas de diplôme. Oui, la pauvreté est un thème qui caractérise la situation d'un individu ou d'un groupe de personnes ou d'une société qui ne dispose pas des ressources suffisantes qui pourraient leur permettre de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Et à quels besoins fondamentaux pensez-vous? Oui, quelqu'un a besoin d'un loyer, quelqu'un qui a un loyer qui n'arrive pas à payer son loyer normalement. Des parents qui ont des enfants et qui n'arrivent pas à payer la scolarité des enfants. Et dans le domaine de santé, on peut dire aussi que quelqu'un qui a difficile à payer les soins quand il va à l'hôpital déjà, payer l'électrique, l'eau, tout ça, il ne lui reste plus rien du tout pour vivre. Que faudrait-il pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui vivent dans la pauvreté? Que le gouvernement recrée du travail et avoir moins de chômage, c'est dû à ça quoi. Je m'excuse, je vais encore revenir un peu sur la question que vous avez demandée. Qu'est-ce que signifie la pauvreté? Quelqu'un qui n'a pas un toit, quelqu'un qui vit dans la rue. Il devrait avoir plus de logements déjà. Il y a beaucoup de logements qui sont abandonnés, pourquoi qu'on ne les redonne pas à eux? Oui, donc recréer de l'emploi, pouvoir vraiment offrir un logement à tout le monde et utiliser... Sans-abri. Oui, et de donner et employer aussi des gens. Oui, c'est ça, que le gouvernement réfléchisse pour mettre en place des emplois qui permettent vraiment de répondre à des besoins de terrain. D'autres mesures que le gouvernement devrait prendre? Le gouvernement a tout ce qu'il faut pour améliorer la situation des parents parce que la pauvreté des enfants la plupart proviennent des parents parce qu'un parent qui n'a pas grand chose comme revenu et à la fin du mois il donne trop d'argent pour des taxes, des factures et réduit aussi certain nombre de contributions, la chose pourrait s'améliorer. Aussi des allocations familiales. Parce qu'au lieu d'augmenter, l'État diminue et ça appauvrit plus de ces gens qui vivent sur la cellule de pauvreté. Ils veulent même diminuer les pensions. C'est pour ça qu'ils font manifester aujourd'hui. Vous habitez Nivelles, chacun. Ça vous fait quoi de voir s'installer Viva for Life sur la Grand Place? C'est une très bonne chose pour commencer pour les enfants qui sont pauvres. Pour ceux qui ne savent pas s'en sortir. Ça met l'ambiance dans la ville et des Nivelles et pendant des fêtes. Je pense que tous les enfants et les parents sont contents de se retrouver à la grande place. Et chaque soir, ils sont aussi là pour récolter des fonds, pour soutenir ces 420 000 enfants qui vivent de la pauvreté. Vous êtes allé écouter les concerts? Oui, dimanche, Nolwenn-Leroy. En quoi cette action va-t-elle justement aider les enfants qui vivent dans la pauvreté? Avoir des colis alimentaires pour commencer déjà. Et peut-être les associations reçoivent vraiment ces aides. Je pense que ça apporte quelque chose aux enfants démunis. Quand les parents savent acheter des cadeaux pour Noël pour leurs enfants qui ne savent pas se le payer, il y en a beaucoup. Oui, par exemple. Donc l'argent récolté par Viva for Life sera redistribué à des associations et ces associations vont pouvoir aider certaines familles. Il y a des gens qui ont été déposés des nounours sur la grande place. Ils ont mis une petite caisse exprès. Récolte de l'argent, mais aussi des cadeaux. Ouais,
pour Noël, Nouvel An. Mais quelles sont les limites d'une action comme Viva for Life? C'est ce que je voudrais savoir. Ils ne peuvent pas changer la situation de ces enfants qui vivent la pauvreté. D'après vous, c'est le gouvernement qui doit agir alors? Effectivement, ça c'est le problème du gouvernement. Ils ne peuvent pas, même ces 420 000 enfants ne peuvent pas, ces sommes d'argent qui vont recueillir à la grande place, tous ne peuvent pas profiter de ça. Donc, ils font de leur mieux. Je pense que c'est la différence entre la charité, donner de l'argent pour aider son voisin, son prochain. Oui, c'est à peu près le même système. Et voilà, et la solidarité où finalement tout le monde contribue Ouais. et c'est redistribué à Une association. une association ou à chaque citoyen Ouais. via des mesures politiques alors. Dans ces collectes qui se passent à la grande place, c'est toujours les pauvres qui donnent. La plupart des personnes qui viennent donner des sous, c'est toujours des pauvres. Parce que des gens riches, normalement, ils s'en foutent des choses comme ça. Même si certains, quelques-uns contribuent un peu, mais la plupart des gens qui contribuent, c'est toujours des pauvres. Il y a même des banques qui participent aussi. Eh bien, être pauvre et ne pas savoir bien lire et écrire, quelle difficulté en plus. C'est aussi un facteur. Pour un enfant qui est pauvre et qui ne savent pas lire et fait des démarches administratives, il ne saurait pas. Parce qu'aujourd'hui, des employeurs, il ne peut pas employer quelqu'un qui ne sait pas écrire peut-être son nom, qui ne sait pas remplir des fiches. Donc, lire et écrire contribue beaucoup dans la vie de ceux qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas un background scolaire. C'est important de savoir lire et écrire. Merci à tous les deux d'avoir consacré du temps et d'avoir apporté votre point de vue sur la question de la pauvreté. Donc en fait, cette interview a été réalisée en fait en raison du Viva for Life, donc de l'événement qui se passe ici sur la grande place de Nivelles. Et donc il y a eu tout un travail avec les apprenants de lire et écrire pour savoir un petit peu ce qu'il en était, ce qu'ils pensaient en fait de cet événement et de tout ce carnaval, hein, de tout cet éclairage qu'on fait autour de la pauvreté. On peut écouter votre point de vue à ce sujet, Pascal ou Evelyne? Eh bien, on va commencer avec Evelyne. Oui, voilà. Moi, je pense que bien évidemment, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Ce qui me frappe, en plus, malgré tout, c'est qu'il y a le soutien aux associations, qui est bien sûr insuffisant, la preuve. Voilà, Viva for Life, est-ce que ça devrait exister ou est-ce que les associations qui font du travail social devraient normalement pouvoir se déployer de façon autonome avec suffisamment de subsides? Ce qui me frappe toujours très fort aussi, c'est l'importance du réseau informel. Et là, je trouve que là aussi, les pouvoirs publics accordent trop peu d'importance. Je pense par exemple aux écoles des devoirs. C'est un travail extraordinaire de lutte contre la pauvreté, contre l'inégalité, qui parfois se marque dès la première primaire. À Nivelles, c'est quasi exclusivement soutenu par des bénévoles. Il y a même des choses qu'on ignore tout à fait, c'est qu'il y a des bénévoles qui vont dans les écoles, dans certaines écoles, quand elles sont en accord avec la direction, pour prendre à part des enfants qui sont en retard dès la 3e maternelle ou chez qui on perçoit déjà une difficulté par rapport au suivi scolaire et aux apprentissages. Eh bien, ce sont des bénévoles qui prennent ces enfants à part 2 heures, 4 heures par semaine pour les faire aller plus loin. C'était une petite chose que je voulais dire en tout cas. La pauvreté, elle se niche vraiment, elle démarre en tout cas de façon multiple. Il faut être attentif à tout. Pascal, ton avis sur la question? Évidemment que les pouvoirs politiques ont un rôle important à jouer. Ça dépasse d'ailleurs le rôle de la commune. Et le premier rôle que le pouvoir politique doit jouer, c'est ce qui fait de plus en plus mal et avec de plus en plus de difficultés, c'est la redistribution des richesses. L'impôt, ça sert à ça. Le pacte de 1945 ou 1944 sous la sécurité sociale est quand même mis à mal de plus en plus. Au plus on avance, au plus on voit que la redistribution des richesses est de plus en plus difficile. Et donc moi je trouve que c'est le premier acte le plus important avant de parler des mécanismes d'aide, d'accompagnement, que ça soit au niveau des services publics ou au niveau des ASBL. Et donc c'est vraiment mis à mal. Je pense que un des grands scandales que nous vivons actuellement, c'est qu'on voit qu'au-delà de la Belgique, en Europe,
dans le monde. C'est même pas le monde de la finance, ce sont les financiers qui détiennent tout le pouvoir et tout l'argent. Le scandale des Panama Papers en est un exemple. Je pense que le problème est surtout là, actuellement, il n'y a plus de régulation. Il n'y a pas de régulation au niveau de la finance et c'est vraiment un énorme problème. Et ensuite, il y a effectivement le rôle de l'État. La commune le fait, la ville de Nivelles est active évidemment au niveau de la politique sociale, que ce soit les politiques de la petite enfance ou bien les politiques du CPS ou bien des soutiens à diverses associations. Mais le pouvoir politique doit effectivement faire beaucoup plus que ce qu'il fait actuellement. Oui, donc si je comprends bien, on est en train de privatiser les solutions à la pauvreté en comptant sur notamment le bénévolat, comme vous le disiez, Evelyne. Donc est-ce que finalement, j'ai l'impression qu'on se sent peut-être un peu anéanti par toute cette situation, hein, l'État social actif, on l'envisage peut-être comme une fatalité. Quels sont les moyens, selon vous, pour renverser la vapeur ? Mais moi, je retiens un mot, on est vraiment anéanti quand on assiste à par exemple, j'ai assisté il y a peu de temps à une conférence du juge Claes, ça donne froid dans le dos. Hein. On se demande ce qu'on peut encore faire au niveau local. Quand le problème est trop énorme, moi je préfère prendre les choses par la base, par le quotidien et dire bon voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on se manifeste, comment la solidarité peut se manifester à ce niveau-là, en espérant bien évidemment vers remonter tout ça le plus possible vers le politique. Mais je pense que si on ne considère que l'aspect, que le dessus du problème qui est évidemment essentiel, c'est assez, ça coupe bras et jambes, quoi. On se demande ce qu'on peut encore faire. Donc je préfère lutter localement sur le terrain. C'est impressionnant ce que tu dis en tant que politique locale. Pascal, est-ce que tu partages le même point de vue de dire on en a les bras et les jambes coupés, on se dit qu'il y a moyen de rien faire? C'est impressionnant. J'ai pas dit au niveau local, hein. J'ai dit. Oui, mais en tant que tu es représentante locale ici, donc. Oui, d'accord, mais c'est parce que Pascal faisait allusion à la finance, au monde de la finance. Effectivement, quand on se plonge là-dedans, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Et donc, à contrario, battons-nous au niveau local, associatif, communal, etc., pour faire monter les choses et prenons les problèmes par la base. Alors concrètement sur Nivelles, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ça ? Tu as cité le CPAS, mais ça c'est une structure qui est de toute façon institutionnalisée, qui est prévue. Qu'est-ce qui est fait d'autre ? Quelles sont les initiatives ? Alors on a parlé des écoles des devoirs, est-ce qu'il y en a d'autres qui existent pour lutter contre la pauvreté de manière générale ? Parce que la pauvreté c'est pas uniquement financier. Qu'est-ce qui est fait ? Il y a plusieurs choses qui sont faites. Tu as évoqué tout à l'heure le CPAS. Il y a la petite enfance, mais je laisserai Evelyne expliquer ce qui a été fait au niveau de la petite enfance depuis 5 ans. Mais il y a d'autres acteurs que des acteurs communaux sur Nivelles. Il y a toute une série d'ASBL qui sont subventionnés soit par la communauté française, soit par la région wallonne, qui ont pignon sur rue et qui sont actives dans le domaine social. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important à signaler aussi, parce que je rejoins Evelyne sur le fait de dire qu'on doit avoir une action au niveau local. C'est là où on a une prise. Et c'est pas uniquement d'ailleurs au niveau des pouvoirs publics, c'est avec les gens. Moi, l'action Viva for Life, je trouve qu'elle a plein d'avantages aussi parce qu'elle permet de mobiliser des gens sur une cause, donc des citoyens dans la population. Moi, j'y passe tous les jours et je vois que ça a un énorme succès, mais c'est vrai que c'est clair que ça suffit pas. Mais donc la réponse à la question, c'est que des dispositifs, je vais pas citer tous les noms, mais le tissu associatif nivellois est assez riche sur le plan social. Riche n'est peut-être pas le mot tout à fait adapté, je vais dire qu'il est assez dense, et donc, et pas uniquement sur le plan social d'ailleurs, hein. Donc il y a quand même aussi pas mal d'initiatives culturelles, c'est hyper important aussi, d'initiatives sportives qui sont prises. Donc voilà, il y a un ensemble de mesures qui est prise, et le politique ne fait pas tout, il faut insister là-dessus. Donc la démocratie, c'est aussi les initiatives que les gens, les citoyens et les associations prennent. Donc le politique, les associations, ce sont des pièces d'un ensemble plus large. Nous sommes tous ensemble. Evelyne, tu es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu me laisses parler maintenant de quelques initiatives de la petite enfance. Par exemple, oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est concrètement est fait. Oui, et effectivement, au niveau de la petite enfance, c'est frappant. La précarité, elle peut commencer, bien sûr, déjà à ce niveau-là. Alors, il faut savoir qu'à Nivelles, on a la chance d'avoir une crèche d'insertion. Donc, la maison des enfants, dont une bonne partie des enfants sont des enfants de parents en réinsertion ou en recherche de travail. Donc, ça veut
dire que ces parents-là sont prioritaires, ou ces enfants-là plutôt, sont prioritaires pour avoir une place à la crèche. Il se fait qu'à la crèche communale aussi, on dit bien sûr qu'elle est complète, il y a une liste d'attente, mais il y a toujours des places pour les cas d'urgence, que ce soit au niveau familial, les urgences familiales, les urgences financières, etc. Il y a toujours place à la crèche communale. Alors, il faut savoir qu'un milieu d'accueil collectif est très important pour que des enfants démarrent bien dans leur sociabilisation, si je puis dire, dans la rencontre avec le restant de la société. Et donc, il y a des activités. Suite à Viva for Life de l'année dernière, d'ailleurs, il y a eu, depuis un an, il y a une animatrice qui est engagée à la crèche uniquement pour des activités pour les petits, éveil musical, psychomotricité, etc. et soutien aux accueillantes. Voilà, ça c'était un bon résultat quand même de Viva for Life l'année dernière pour la crèche communale. Et cette année-ci, c'est la Maison des enfants qui espère toucher un subside via Viva for Life. Voilà. Ce que je voulais aussi signaler, une dernière chose, c'est qu'au niveau culturel, ce qui est le plus dur, c'est de faire passer les infos. Parce que je vais peut-être étonner des gens en disant qu'il y a à la bibliothèque plein d'activités qui sont absolument gratuites. Et la difficulté est toujours de faire passer le message de la gratuité. Mais donc, les activités et l'ouverture existent. Alors, comment on fait dans tout ce type d'activité pour pouvoir aider ceux qui sont justement dans une certaine précarité? Parce que c'est quand même pas, on n'arrive pas en disant bon ben voilà, j'ai pas un sou dans ma poche et puis c'est pas marqué, voilà, tu fais le geste, hein, c'est pas marqué sur le front. Oui. Comment on fait pour repérer ces gens? Repérer, alors je sais pas si c'est le bon terme. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aider de manière juste ces personnes sans les stigmatiser, mais tout en leur permettant d'être dans un cadre qui permet d'exprimer ça? On fait comment avec ça, Pascal? Ce sont aux travailleurs sociaux à travailler, à agir là-dessus, parce que je pense que c'est eux qui peuvent être en première ligne pour écouter, identifier, respecter aussi les gens dans ce qu'ils sont, parce que ça c'est quelque chose de fondamental. Et ensuite, en ayant identifié les besoins des gens, les besoins qu'ils expriment, parfois il faut d'ailleurs les aider à exprimer des besoins, à les orienter et à les accompagner. Et ce n'est pas uniquement les travailleurs du CPS qui doivent le faire, les ASBL et le monde associatif a un rôle hyper important à jouer là-dedans, parce qu'on sait très bien que le CPS est identifié comme pouvoir public. Il a un rôle évidemment capital, mais beaucoup de gens n'ont pas accès au CPAS, n'ont pas droit à l'aide sociale, et beaucoup de gens n'ont pas nécessairement envie d'aller au CPAS. Donc c'est vraiment, je trouve, un travail, un boulot de travailleur social. Et la responsabilité politique là-dedans, c'est à la fois de pouvoir avoir un tissu et un dispositif qui soit suffisamment cohérent pour rencontrer tous les besoins, suffisamment ouvert et respectueux, et évidemment d'assurer que les moyens suivent pour que les gens puissent y travailler. Oui, et effectivement, la question des moyens est assez... merci Pascal d'en parler, parce que il me semble en tout cas que la tendance aujourd'hui est de... bien sûr que l'associatif obtient des moyens depuis les pouvoirs publics pour assurer leur mission, mais les missions sont de plus en plus lourdes, parce que les cas sont de plus en plus lourds à gérer. Et donc voilà, donc la tendance malheureusement aujourd'hui est qu'on est dans un climat de plus en plus austère. Et voilà, donc à tous les niveaux, on se sent coincé. Alors, on se sent coincé, mais il y en a en tout cas qui s'expriment par rapport à ça. Et donc, Lire et Écrire, vous avez organisé à travers des ateliers, et on va prendre le temps avec les deux animatrices de pouvoir en parler, mais on va surtout écouter le slam, deuxième morceau de slam réalisé par les apprenants. Et barrières, encore fermées, tu étais hier. L'avenir de nos enfants passe aussi en les nourrissant. Le système a exclu, mais nous restons ouverts. La pauvreté a empoisonné l'air, c'est pourquoi nous faisons ces trocs alimentaires. L'avenir n'est ni privatisé, ni compté, mais simplement savoir donner sans jamais rentabiliser. Pour ça, revenons à l'égalité et l'amour pour avoir de meilleurs jours. Prenons notre courage à deux mains et réalisons en union cette armoire des demain. Après ce slam, nous allons écouter, entendre en tout cas, mesdames Ombrun et madame Sévin. Est-ce que vous, Tida et Emeline, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le fond de cette démarche? Oui, bonjour. Donc, je suis formatrice chez Lire et Écrire et responsable du projet des clés vers l'emploi,
qui essaie de travailler avec des personnes éloignées du milieu du travail. Et j'aimerais bien rebondir aussi sur ce que M. Rigaud a dit au niveau du travail de l'associatif et de la remise en confiance par rapport aux gens. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de créer, de refaire du lien aussi au niveau des partenaires et au niveau des différentes associations. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec le CRAB, le CIEP, le CESEP, les régies de quartier, ainsi que les différents CPS, que ce soit de Braine-l'Alleud ou de Waterloo. Ici, on a une formation qui dure plus ou moins 300 heures. Je leur ai demandé beaucoup parce qu'en 4 mois, ils sont d'ailleurs là, ils sont toujours présents et je trouve que c'est très positif à ce niveau-là. Donc on essaie de travailler les savoirs de base, mais au-delà de ça, c'est aussi une reprise de confiance en soi, une confiance dans l'autre et une confiance dans la société. Et Emeline a été un peu plus loin à ce niveau-là, donc je vais lui laisser la parole au niveau du projet. Alors oui, en effet, en tant que future assistante sociale, la thématique de la pauvreté m'interpelle énormément. Je voulais que l'on puisse dénoncer cette problématique de manière collective. C'est pour ça que nous avons créé ces slams. Cette forme de poésie orale a permis à chacun et chacune d'entre nous de se réunir autour d'un même sujet et de rédiger selon nos envies ce que l'on souhaitait partager au grand public. Donc de nombreuses choses sont ressorties dans ces slams que vous avez déjà pu écouter, mais je vous laisse continuer à les découvrir. Ok, merci Emeline. On va enchaîner tout de suite avec le troisième slam alors peut-être. Oui. Mais donc on a des apprenants avec nous, tu nous disais Jean. Oui, donc ici dans la salle, on a quelques personnes qui ont participé, je dirais, ou bien au slam ou bien à l'interview. Parmi vous, il y en a certains qui souhaitent intervenir. Hop, je lève le micro. Jean, qui vient-on d'accueillir ici sur le plateau? Alors, nous avons ici à nos côtés, Géraldine, qui fait partie du projet Les Clés vers l'emploi. Et on va lui demander de se présenter. Donc, bonjour madame, vous vous appelez Géraldine? Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Géraldine, je viens de Waterloo et j'ai suivi cette formation pour un peu m'aider à surmonter tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire trouver un emploi. Et ici, moi j'en suis contente, je suis motivée, et j'ai plein d'idées pour après, donc voilà. Ok. Et donc vous avez, je crois on reconnaît votre voix dans le premier slam, il me semble. Est-ce que voilà, donc Les Clés vers l'emploi, c'est un projet qui vise une insertion sociale et professionnelle, etc. Mais on n'y fait pas que ça. Donc vous avez participé à l'élaboration de ce slam. Oui. Et ça s'est passé comment? Très bien. Tout s'est bien passé. On était à plusieurs à donner ses idées et puis on a remis tout ensemble et voilà ce que ça a donné. Ah oui, super. Emeline, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la réalisation? J'étais très satisfaite de cette réalisation de slam parce que tout le monde a participé de manière très active et chacun a pu se livrer de manière libre. Nous avons mis sur papier tout ce que nous pensions. Et ça a donné un très chouette résultat. Géraldine, ça a pris combien de temps pour écrire? Ça a été fait quoi, en un quart d'heure ou ça a mis 10 jours? Non, un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. On a juste donné nos idées et des phrases qu'on aimait bien par rapport à une autre chanson et par rapport à la formation. Et alors, et après, on a écrit, on a un peu changé des choses pour ne pas reprendre les mêmes phrases d'une chanson. Et voilà, et ce que ça a donné, quoi. Donc, mais j'ai voulu le faire un petit peu en slam, mais le rap, c'est pas trop mon truc, donc... Ton meilleur souvenir, dans 10 ans, quand tu repenseras à ça, tu retiendras quoi? C'est quoi ton meilleur souvenir de cet atelier, la slam? La question difficile. À la radio. Ouais, super. Mais... ça me fait plaisir. Et aussi, je sais pas, de découvrir aussi dans ce domaine-là, de faire autre chose, quoi. De découvrir aussi, voilà. D'accord. Tu as continué à écrire après ça? Non, pas du tout. Non. C'était vraiment ponctuel à ce moment-là. Voilà. Emeline, c'était dans un des objectifs, c'est qu'il continue à travailler l'écriture par la suite, ou pas? Non, pas forcément. Je pense que c'était plus un moyen de clôturer cette formation en mettant toutes leurs idées sur écrit et qu'ils puissent garder un bon souvenir, tout simplement. Et en quoi est-ce qu'un atelier slam s'inscrit dans une dynamique d'alphabétisation? Parce que c'est déjà compliqué, on met déjà un niveau assez haut, comme c'est un travail sur la poésie, c'est un travail sur le rythme des mots, sur le choix des mots. Est-ce que ça s'inscrit de manière naturelle dans de l'alphabétisation ou pas?
Eh bien, pas forcément. Tout simplement parce que, en fait, j'ai choisi ce slam, donc l'idée du slam, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. On n'est pas obligé de respecter, comme dans une poésie, des rythmes, une difficulté liée à l'écrit. C'est vraiment très ouvert comme projet. Ça permet à tout le monde de tout simplement s'exprimer au travers de l'écrit comme ils le sentent. Voilà, mais peut-être qu'il faut préciser que dans le cas de la réalisation des slams, on n'est pas nécessairement avec un public en situation d'illettrisme. Tida, tu peux préciser un peu le fondement du projet des clés vers l'emploi ? Mais je pense que dans le cadre des clés vers l'emploi, on a un public plus ou moins tout venant, mais qui est plus dans une situation éloignée de l'emploi. On a aussi des personnes qui ont des difficultés à la lecture et l'écriture, mais je pense que s'exprimer par le slam, c'est aussi une manière de s'exprimer et de pouvoir dire les choses de manière plus facile, plus aisée. Donc c'est un rapport quand même à la lecture et l'écriture qui permet de gérer les choses, de pouvoir les déposer sans que ce soit non plus trop difficile et de le faire dans une certaine bonne humeur. Alors Géraldine, j'aime beaucoup parce qu'elle m'a dit qu'il avait fallu un quart d'heure, mais je pense que tout le projet a amené à ça. Donc là, je rejoins Emeline dans l'idée que c'était une finalisation aussi. Et la question de départ par rapport au slam, c'était la question de mais qu'est-ce qu'on fait parce que quand on n'a pas à manger, quand on doit aller rechercher de la nourriture dans les conteneurs des magasins, voilà, et aller au-delà de ça, aller au-delà de cette difficulté-là, et de pouvoir poser les choses. Et c'est de là qu'on a créé une armoire de troc et d'échange. Ok, merci en tout cas pour ces témoignages. Nos invités, donc Pascal et Evelyne, par rapport à des initiatives comme celle-là, voilà, donc quelles sont à chaud comme ça, quelles sont vos réactions ? Eh bien, moi, je suis très touchée par tout ce qui touche à l'estime de soi. Voilà, je me dis que c'est vraiment essentiel, quelle que soit la situation des gens. Et c'est pas forcément une question de précarité financière ou autre. Voilà, ça touche tout le monde. L'estime de soi, c'est vraiment un plus incroyable. Et travailler là-dessus, voilà, je suis très admirative parce que voilà, c'est de l'excellent travail. Ok, merci. Et Pascal ? Je trouve que c'est un bel exemple de remobilisation, de mise en projet, parce qu'on sait que c'est difficile quand on est en situation. On peut tous avoir un accident de vie au niveau emploi et tout. Et donc, c'est vraiment très, très important d'insister là-dessus. Je disais tout à l'heure, dialogue et respect. Et alors, on parlait tout à l'heure d'illettrisme, même si c'était pas nécessairement l'exemple. Constater aussi que l'horreur là-dedans, c'est que c'est une constante aussi, l'illettrisme. Ça date pas d'hier et ça fait des dizaines d'années qu'on garde le même pourcentage d'analphabétisme et d'illettrisme en Belgique. Et donc c'est quelque chose sur lequel il faut évidemment combattre parce que c'est évidemment la base pour pouvoir trouver un emploi, une formation. Et donc il faut évidemment continuer à travailler là-dessus. Et je suis très content des témoignages. Ok, merci. Moi, j'avais une dernière question, une question à 5 francs. Vous m'excusez, mais bon, on sait bien que... à 5 euros, alors oui, 5 euros, ça fait beaucoup quand même. C'est l'inflation. Voilà. Mais donc, nous sommes... vous n'êtes pas sans savoir, certainement pas, évidemment, que nous sommes à quelques mois des élections communales et qu'effectivement, il y a un gros événement, ce Viva for Life, ici, sur la Grande Place de Nivelles. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, moi j'ai tendance à penser qu'il y aurait peut-être une machination pour essayer de transformer une situation tragique en un joli conte de Noël pour nos citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi j'entends beaucoup de réactions sur Viva for Life, des réactions qui sont à la fois enthousiastes sur l'opération, d'autres réactions qui sont très critiques, qui vont un petit peu dans le sens que tu dis, mais sans aller sur la machination. Moi je pense que les pouvoirs publics, et on le voit depuis longtemps, ne font pas tout. Ne s'occupe pas de tout. Et ce genre d'opération caritative, on va le résumer comme ça, n'est pas neuve non plus. Viva for Life a commencé il y a quelques années, mais il y a déjà beaucoup d'ASBL, et moi j'ai longtemps travaillé dans l'aide à la jeunesse, et il y a beaucoup d'ASBL et de services et de travailleurs sociaux qui font régulièrement appel à des donateurs, que ce soit des clubs Rotary ou bien des fondations. Et donc c'est quelque chose de très très régulier.
régulier. Je trouve que ça a un avantage, et pour moi, il n'y a pas de machination là derrière. Ça a un avantage, c'est de pouvoir inclure aussi des personnes qui ne sont pas du tout en contact avec des gens qui sont dans la précarité, qui sont loin de ça, parce qu'il y a des gens qui vivent dans leur bulle, de pouvoir à un moment donné prendre conscience de ce que c'est et de pouvoir également intervenir là-dedans. Maintenant, dans un monde idéal, c'est au pouvoir public à prendre ça en main. Et comme je le disais d'emblée tout à l'heure, la première chose à faire, c'est d'assurer la redistribution des richesses, c'est-à-dire un impôt juste, des emplois pour tout le monde et des logements décents. Mais là, on sait que les pouvoirs publics faillissent depuis longtemps. Mais tout ça est en route. On a Michel, qui est un apprenant à lire et écrire, qui a... Michel, bonjour. Tu viens de nous rejoindre ici sur le plateau. Tu avais envie de réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, c'est bien ça. Bonjour, Michel. On t'écoute. Il faut savoir que de bien l'argent, quand Viva for Life sera terminé, quoi. Pardon ? Qu'est-ce que l'argent en devient, quoi? Alors, je vais me permettre de répondre. Donc, si on suit ce que Vivacité a expliqué, eh bien, l'argent va être ramené dans un pot. Il y a un comité de sélection qui va sélectionner une série de projets. Ce comité, d'ailleurs, est, si pas présidé, Bernard DeVos, délégué général aux droits de l'enfant, en tout cas participe à ce comité, qui sélectionne alors les projets qui vont recevoir une partie de cet argent. Et on a entendu, donc Evelyne l'expliquait tout à l'heure, qu'il y a des projets sur Nivelles qui ont été proposés à ce comité de sélection de Viva for Life. Voilà. Est-ce que tu as participé à l'atelier slam toi-même ? Non, pas encore. Alors, tu participes, tu travailles avec lire et écrire, tu suis. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien pour l'instant, quoi. Tu es situé où ? Ici à Nivelles ou dans les antennes ? À Nivelles. Combien d'heures par semaine est-ce que tu travailles là-bas ? Ça dépend des jours. Midi et demi ou bien midi, quoi. Un meilleur souvenir de tes formations Quand on a été jusqu'à Namur. Tu peux nous expliquer ? Qu'on a fait la grande fresque, quoi. Qu'on a eu les rassemblements, quoi. Jean, tu contextualises un petit peu Oui, donc Michel ici participe à un réseau qui s'appelle le réseau des apprenants. Donc ce sont des apprenants qui viennent des quatre coins de la communauté française de Belgique et qui se rassemblent et qui traitent des questions liées à la citoyenneté. Voilà. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir s'exprimer, de se donner les moyens de s'exprimer. Voilà, donc c'est un projet citoyen, ça rentre dans nos actions d'éducation permanente. Eh bien, merci beaucoup. Jean, je te propose de remercier l'ensemble des participants ici. Eh bien, voilà, donc nous remercions Evelyne et Pascal. Avec plaisir. Voilà. Alors, je rappelle, Evelyne et Pascal qui sont donc échevins ici à la commune de Nivelles, enfin la ville de Nivelles, attention, pas une commune. Voilà, alors, tu l'as bien dit, n'est-ce pas ? Tu l'as bien prononcé. Voilà. Voilà, et donc nous remercions aussi Michel qui est ici à mes côtés. Géraldine, et puis il y a aussi Emeline et Tida. Voilà, qui sont formatrices. On va enchaîner, il est déjà 9h35, et donc je vais demander à Thierry, on va faire une petite pause musicale, mais juste après, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Je me le demande bien. Est-ce que tu m'entends bien, Patrick ? Voilà. Oui, maintenant et tout le monde t'entend, je pense. Nous avons rendez-vous donc dans la suite immédiate quasiment avec une émission qui s'appelle Viva or not Viva for Life, Stop ou encore, autrement dit, est-ce qu'il faut le maintenir ? Justement, tiens, nos échevins, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'il faut maintenir le Viva for Life ? C'est un teaser, alors en forme de teaser. Evelyne. Moi, j'attends les conclusions. Voilà, je ne vais pas répondre comme ça. Je ne me mouille pas, mais bon, voilà, j'ai pas l'occasion de le dire, mais pour moi, Viva for Life, oui, c'est bien, ça existe. Il ne faut pas que les gens croient que tout est solutionné grâce à ça. Et que, voilà, ça donne peut-être l'occasion à certains d'aider, mais il ne faut pas que ça cache l'iceberg et le réel problème de la société. Merci Evelyne Stingh-Lambert. Pascal, stop ou encore ? Non, ton micro fonctionne. Pascal, ça fonctionne, tu peux me parler. La réponse à la question, c'est oui. Non seulement c'est oui, mais la ville s'y est déjà engagée parce que la RTBF a pris une option pour une deuxième année pour l'opération Viva for Life sur Nivelles. On a déjà voté les budgets, donc c'est enclenché. Mais au-delà du oui, mais je l'ai expliqué tout à l'heure, moi je trouve que c'est évidemment pas du tout la panacée,
mais c'est une opération qui est importante parce que ça permet à un moment donné à des personnes de se dire je me sens aussi concerné par ce que mon voisin peut vivre. C'est évidemment limité comme dynamique, mais ça a le mérite d'exister. On va sans doute beaucoup en parler encore aujourd'hui. Juste peut-être une question, je ne sais pas si j'étais pas là tantôt, j'ai dû m'absenter un peu. Ça coûte combien le budget total de l'opération pour la ville ? Alors, le budget total, il y a une participation à la RTBF, je ne sais plus si c'est 25 ou 30 000 euros. Il y a un budget quel est le coût total de promotion. l'opération pour la ville, si tu veux, si vous voulez, Non. avec tout ce que ça comporte, services de sécurité, prestations supplémentaires de police, enfin, qu'est-ce que ça coûte ? Alors, donc, je ne sais pas répondre à tout, parce que l'évaluation, évidemment, des prestations au niveau de police et secours, on ne sait pas le faire maintenant, on l'évaluera plus tard, mais c'est en plusieurs dizaines de milliers d'euros, de toute façon, parce que la RTBF demande une participation, c'est aux alentours des 50 000. D'accord, ok. Aux alentours des 50 000. Merci. Voilà. Merci. Radio27.be, bien entendu.